Bonjour Rina Bassiste. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes journaliste israélienne, correspondante à Paris de la radio publique israélienne Cannes. La dernière salve de roquettes par le Hezbollah contre le front nord d'Israël a fait un mort. On l'a appris il y a quelques minutes. Ça s'est passé près d'un kibboutz. Rina Bassiste, quelle est l'évaluation stratégique de la situation par le gouvernement israélien 3 jours après l'attaque meurtrière contre le village druze de Majd al-Shams dans le Golan qui, rappelons-le, a fait 12 morts, 12 enfants. 12 enfants, oui. Évidemment, la situation est très compliquée et on sait très bien que M. Netanyahou, dès son retour des États-Unis dimanche après-midi, s'est consulté tous les chefs des branches militaires, des branches sécuritaires, justement pour voir quelles sont les options d'Israël. Le fait qu'il prenne son temps, ça signifie quoi ? Bon, il y a 2 choses. Et d'abord, il est très possible qu'Israël attende un petit peu, comme tout le monde attend cette riposte, et la lancer à un moment qui va créer au moins une petite surprise, pas une surprise absolue, parce qu'on sait déjà que Hezbollah est en train de retirer une partie de ses infrastructures, une partie de ses forces et des endroits où eux, ils pensent qu'Israël va riposter. Donc, une complète surprise, ça ne sera pas, mais peut-être une surprise moyenne. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est bien sûr les pressions internationales. Parce que même si la décision était prise, et on ne sait pas exactement quelle est la décision, quelle option a été choisie par M. Netanyahou, par les ministres de la Défense, M. Galland, et par les chefs de l'armée israélienne, par les chefs de Tzahal et Herzi Levi, on ne sait pas quelle est la décision qui était prise, mais on sait très bien que d'abord l'administration Biden et aussi la France, l'Élysée et d'autres pays européens essayent justement de persuader Israël de ne pas frapper, par exemple, Beyrouth. On a vu notamment l'intervention de la première ministre italienne, Giorgia Meloni, il y a quelques heures pour appeler Israël au calme. Elle a retenu. Exactement. Je crois que même les Américains et les Européens comprennent qu'il y aura une riposte israélienne, sauf, bien sûr, on peut s'imaginer une situation où les Hezbollah dit, effectivement, on n'a pas dit ça tout à l'heure, mais effectivement, c'est nous, on prend la responsabilité. Peut-être ils vont dire que c'était une erreur de notre part. Et là, on est dans une autre situation. Mais cette situation, pour l'instant, on ne l'a pas. Ça fait 3 jours. C'est peut-être aussi un élément... Israël a laissé le temps, en fait, à Hezbollah de dire les choses, de prendre la responsabilité. Qu'est-ce que ça changerait si le Hezbollah prenait la responsabilité de cette attaque meurtrière ? Mais il est possible qu'Israël aurait choisi une autre option que celle qui était choisie. D'accord. Et on ne sait pas effectivement la gravité, si je peux dire, entre guillemets, de cette riposte. Est-ce qu'ils vont attaquer les ports maritimes, l'aéroport? Est-ce qu'ils vont attaquer d'autres infrastructures? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à Beyrouth? Et la grande question, bien sûr, est-ce qu'il y aura des forces terrestres qui vont entrer sur les sols libanaises? Et ça aussi, c'est quelque chose, à part de frapper Beyrouth, ça aussi, c'est une chose dont l'administration américaine Paris et les autres capitales européennes essayent de persuader Israël de ne pas prendre cette option, de ne pas prendre cette voie-là. Et là, Bassiste, Benjamin Netanyahou a promis hier une réponse dure, une réponse sévère si il n'y avait pas de guerre totale, si la riposte était plus limitée. Est-ce qu'on pourrait être sur le modèle de ce qui s'est passé il y a quelques jours maintenant au Yémen, avec une frappe très lourde mais très ciblée sur le port d'Hodeïda? En fait, on a les deux scénarios. On a la frappe contre l'Iran après cette attaque iranienne dans la nuit entre le 13 et le 14 avril, qui était extrêmement limitée. Et on avait l'attaque justement que vous avez mentionnée contre le port de Hodeïda à Yémen, qui était quand même plus large, parce que pendant quelques jours, les installations du port ont continué à brûler. Et même si on ne peut pas qualifier ça d'une attaque de grande envergure, parce que on ne peut pas dire qu'Israël et le Yémen sont dans une situation de guerre. On n'est pas arrivé là-bas et on a le sentiment que pour l'instant, ça n'a pas généré une énorme réponse. Peut-être ça va arriver plus tard, mais bon, les Houthis aussi, leur capacité de réponse est sûrement... on ne peut pas la comparer à celle de Hezbollah. Maintenant, justement, donc une possibilité qui est sur la table, c'est justement de faire plus ou moins la même chose
attaquer les ports de Beyrouth, soit les ports maritimes, soit les ports aériens. Bon, il faut quand même, je crois qu'en France surtout, on se souvient très bien tout ce qui s'est passé dans les ports de Beyrouth, toute la souffrance des Libanaises là-bas. Je ne suis pas 100% sûre que les Israéliens, avec la pression qui vient de la part de la France et de la part des États-Unis, ça sera justement le choix qui va être fait. Avec des conséquences notamment sur l'économie locale. Exactement. On sait très bien que Beyrouth et tout le Liban est dans une situation économique terrible, dans une crise politique qui n'a pas l'air d'être résolue malgré les efforts, y compris des efforts français. Donc là, justement, c'est ça, en fait, le cœur de la dilemme israélienne. D'un côté, pendant des années, chaque fois qu'il y avait des attaques de la part de Hezbollah, le message israélien était très clair. Israël a toujours dit que c'est le gouvernement libanais qui est responsable de ce qui se passe du sol libanais. Toutes les attaques vers Israël, c'est la responsabilité des gouvernements libanais. Et est-ce que le gouvernement libanais fait pression, autant qu'on puisse le savoir, sur Hassan Nasrallah pour limiter ses frappes contre le territoire israélien? Je crois qu'on peut au moins espérer. Et je crois que ça, c'est la voie justement de la diplomatique française en ce moment, on sait tous des relations avec Hezbollah, mais aussi avec les membres du gouvernement, ce qui reste du gouvernement libanais, justement pour essayer de persuader Hezbollah de ne pas riposter après la riposte israélienne, s'il y aura une. Rina Bassiste, que réclame l'opinion publique israélienne? Qu'est-ce que disent les sondages? Est-ce qu'ils sont favorables à une grande majorité, à une guerre totale? On sait que c'est l'option qui avait été poussée quelques jours après le 7 octobre par le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. Est-ce que les Israéliens réclament cela maintenant? Bon, je crois que l'opinion publique est très divisée en Israël parce que d'une façon, on comprend très bien que cette situation est intenable. On ne peut pas continuer comme ça avec 80 000 Israéliens qui habitent plus chez eux. Tous ces gens qui habitaient dans les kibbutz, dans les villages à côté de la frontière avec le Liban, ils sont plus chez eux depuis plusieurs mois et ils n'ont aucun horizon, aucun espoir en fait de retourner pour l'instant. La situation continue à se dégrader, ça ne s'améliore pas. Donc ça d'abord, c'est une situation qui est intenable pour Israël parce qu'on a le sentiment comme si les frontières israéliennes, le nord et le sud également, se rétrécissent. Soudainement, l'État d'Israël est beaucoup plus petit qu'elle était avant. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui peut continuer. Et bien sûr, cette frappe qui a tué 12 enfants, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça. Ça ne peut pas se reproduire. Ça a créé un grand émoi au sein de la population israélienne, un grand choc, une très forte émotion de voir ces enfants qui jouaient sur un terrain de football être touchés. Bien sûr. 12 garçons et filles de 10 à 16 ans, c'est absolument impossible. On ne peut pas accepter ça. C'est une tristesse énorme et c'est une tristesse aussi, disons, sur le plan de la politique intérieure israélienne, parce que derrière ces Druzes, s'ils sont syriens ou israéliens, il y a toute la communauté druze israélienne et avec une énorme peine, avec ce sentiment que pendant des années, ils ont envoyé leur fils pour servir à l'armée israélienne. Ils ont payé avec leur sang, et on connaît tous ces termes israéliens, cette alliance des sangs entre les peuples druzes et les peuples israéliens. Pourtant, sous le gouvernement de Netanyahou, il y avait plusieurs lois qui en fait visaient cette population druze, qui les mettaient dans une situation de citoyens de second plan. Et maintenant, ils ont le sentiment, il y a 12 filles et garçons qui étaient tués. Il faudra que le gouvernement israélien aussi prenne ses responsabilités pour les défendre. Donc, il y a bien sûr ce sentiment est très fort chez eux. Et ça explique les sifflets qui ont accueilli Benyamin Netanyahou lors de sa visite à Majd el-Shams par une partie de la population druze. C'était sûrement une partie de ce sentiment, comme si le gouvernement Netanyahou ne se sont pas trop responsables peut-être de la communauté druze, soit en Israël, soit sur le plateau des Golan. Mais après aussi, il y a ce sentiment qui est peut-être partagé avec d'autres Israéliens, comme si Netanyahou, sa priorité est ailleurs. Sa priorité est d'abord sa survie politique.
Et tout ce qui se passe, si c'est dans le sud ou dans le nord, ça change pas. Ça ne change pas de cette voie-là qui est surtout justement de garder sa coalition avec l'extrême droite. C'est aussi ça. Alors justement, l'alliance avec l'extrême droite, je voudrais qu'on vienne pour terminer, Rina Bassi, sur ces manifestations devant la base militaire de Sde Teman hier, après l'arrestation de plusieurs soldats qui ont été accusés d'agression sexuelle sur un détenu palestinien. Est-ce que vous aviez déjà vu ça ? Je crois que vraiment là, on a dépassé toutes les lignes rouges politiquement, socialement, etc. Et là, je vous donne vraiment mon sentiment personnel, parce que d'un côté, on voit, peut-être ils n'ont pas bien réagi l'armée, peut-être il fallait les traiter d'une autre façon et pas essayer d'arrêter les soldats réservistes de telle façon. C'est possible qu'il y avait des erreurs qui étaient commises dans le jugement de l'armée, mais avoir des dizaines de personnes, y compris des membres du Parlement, comme ça, entrant dans des bases militaires, et pas une base militaire. On a d'abord la base de Sde Teman et après la base de Bet Lit. Oui, les soldats ont été transférés par la suite. Voilà, exactement. Et ça, c'est quelque chose, c'est une façon non démocratique pour moi de réagir. Et c'est aussi pas respecter le fait que cette enquête que l'armée mène, c'est un témoignage du fait qu'Israël est un État de droit. C'est quelque chose qui est précieux, surtout dans la situation actuelle où il y a tellement d'allégations contre Israël, si c'est à Gaza, si c'est ailleurs, sur l'enfermement de droits de l'homme. Là, justement, l'armée israélienne réagit comme il faut. Il enquête. Et cette enquête-là, qui est tout à fait légitime, je pense, il faut que d'abord les Knesset la respectent et aussi la société israélienne. Merci beaucoup, Rina Bassi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes correspondante à Paris de la radio publique israélienne Cannes. On peut retrouver cet entretien notamment en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi à vous. Merci, Steve.